Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue pour ce dernier épisode du coup de notre petite série du confinement. Dans ce dernier épisode, nous allons aborder un nouveau point technique, le débit de la vidéo. Alors, vous allez comprendre assez vite que ça fait un peu appel à tout ce qu'on a vu dans les épisodes précédents. J'espère que ça sera une belle continuité, une belle fin pour cette série. Avant qu'on commence concrètement, je vous rappelle les petites règles de rechargement. Lancer la vidéo, si jamais il y a une perte de connexion parce qu'il y a un débit relativement faible, des choses comme ça, eh bien n'hésitez pas à rafraîchir la page en haut de YouTube là, et surtout en bas, passer au direct. C'est régulièrement que si on recharge, on ne se retrouve pas toujours en direct. Voilà, n'oubliez pas que vous avez aussi un chat. Je vois qu'il y en a déjà pas mal qui ont commencé à parler dans le chat. N'hésitez pas à poser toutes les questions. C'est l'ultime moment pour poser toutes les questions possibles sur ce qu'on va voir, mais aussi sur les 4 épisodes précédents s'il y a des choses qui vous sont venues depuis. Voilà, eh bien, je crois que sans plus attendre, je vais laisser la parole à Marc. On va faire cette série en deux parties. Ce dernier épisode, pardon, en deux parties. D'abord Marc qui va faire petite info sur les calculs de débit, et puis moi je vais parler un peu plus de compression. Donc voilà Marc, c'est à toi. Bien, merci Christophe. Le débit vidéo. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on appelle le débit vidéo? On a vu que la vidéo numérique, c'est transporter cette information visuelle par des séries de nombres qui sont des nombres binaires, hein, des 0 et des 1. Et la question qu'on va se poser donc aujourd'hui, c'est quelle quantité de 0, de 1, quelle quantité de bits on va transmettre, on va être obligé de transmettre par seconde pour transmettre une image vidéo. Ce débit, qui a une importance capitale, comme on va le voir aujourd'hui, il dépend de plusieurs facteurs. Premièrement, il dépend du nombre de pixels qu'il y a dans l'image. Il est directement proportionnel au nombre de pixels qu'il y a dans l'image, donc il dépend de la définition. Plus la définition de l'image est grande, plus il y a de pixels dans l'image. Ça, c'est un premier point. La deuxième chose, c'est que ça va dépendre aussi du nombre de bits avec lesquels on exprime les valeurs de pixels. On a vu lors de la précédente, oui, c'était la semaine dernière, on a vu qu'on utilisait des systèmes sur 8 bits, des systèmes sur 10 bits plutôt en production, et puis des fois même plus, 12 bits, 16 bits. Donc ça, évidemment, le débit va être proportionnel directement au nombre de bits. Quand je parle du débit, pour le moment, je parle du débit avant la compression. Le débit, il va aussi dépendre d'un autre facteur qui est important, c'est si on utilise des systèmes de sous-échantillonnage couleur, c'est-à-dire si on fait du 4.2.0 ou du 4.2.2, eh bien, ça va avoir pour effet, et c'est même le but recherché, de baisser le débit. Et puis enfin, le débit, il est directement proportionnel à la cadence d'image, c'est-à-dire que plus on envoie d'images par seconde, plus il va falloir de débit binaire pour transmettre la vidéo. Par contre, le débit, il y a certains points techniques que l'on a étudiés lors de ces derniers webinaires qui n'influent pas directement sur le débit. Première chose qu'on peut dire, c'est en ce qui concerne l'espace colorimétrique et le choix entrelacé progressif. Le fait de faire de l'entrelacé ou du progressif à cadence d'image ne change pas le débit. Pour rappel de ce que vous avez expliqué, Christophe, quand on fait de l'entrelacé, par exemple, si on fait de l'entrelacé à 25 images par seconde, on envoie en fait 50 demi-images par seconde, alors que si on fait du progressif à 25 images par seconde, on envoie 25 images pleines par seconde. Donc en quantité de débit avant compression, ça ne change pas la donne.
Et enfin, le débit est indépendant de l'espace colorimétrique choisi. Le fait que l'on travaille en règle 20-20 ou en règle 709 ne change pas le débit, en tout cas pas directement. Ça peut avoir une petite influence dans le sens où quand on travaille avec des espaces colorimétriques plus larges, en général, on travaille sur des systèmes avec plus de bits. Donc du coup, ça va avoir une influence sur le débit. Mais le choix lui-même de l'espace colorimétrique n'influence pas le débit. Voilà, voilà les éléments qui vont nous permettre de tenter un petit calcul ensemble, si vous le voulez bien. Et donc, on va essayer d'imaginer le débit pour une qualité avant compression, une qualité de studio, c'est-à-dire, on va dire, de la HD, donc du 1920 par 1080. On est en composante, en YCBCR, et puis on va utiliser le système du 4-2-2, et on va travailler sur 10 bits à 25 images par seconde. C'est grosso modo comme ça qu'on est dans un studio de télévision, en tout cas en Europe. Donc, essayons de voir un petit peu le débit avant compression. Donc, comme je le disais, le premier facteur, ça va être le nombre de pixels qu'il y a sur l'image. Donc, notre image, elle fait 1920 par 1080, donc il y a 1920 multiplié par 1080 pixels, soit environ 2 millions de pixels sur l'image. Donc, pour calculer le débit, on va déjà poser 1920 multiplié par 1080. Le fait qu'on soit en composante, en YCBCR, ne va pas directement influencer le débit, mais par contre, ça va permettre de faire du sous-échantillonnage couleur. Et donc, on a dit qu'on travaillait en 4-2-2. Pour rappel, en 4-2-2, on va transmettre les deux informations de couleur, les informations CB et CR, uniquement un pixel sur deux. C'est-à-dire que le premier pixel en haut à gauche, vous avez les trois informations Y, CB, CR, puis le pixel d'après, vous avez uniquement l'information Y, et puis ainsi de suite, un pixel sur deux, on transmet la couleur. Donc, en moyenne, sur l'image, on transporte deux informations par pixel, deux nombres par pixel. Donc, si on veut mettre ça dans notre calcul de débit, eh bien, en fait, il va falloir multiplier par 2. Si on multiplie 1920 par 1080 multiplié par 2, eh bien, qu'est-ce que l'on a? On a la quantité de nombres binaires qu'il faut utilisé pour décrire une image avant compression. On se rapproche du débit. Il reste deux choses dont il faut qu'on tienne compte. C'est que d'abord, on a choisi de travailler sur 10 bits. Pourquoi sur 10 bits? Je rappelle, parce que ça donne ça donne 1024 niveaux possibles pour coder nos informations, et donc on est supérieur au seuil de différenciation de l'œil humain, et puis on a même une petite réserve pour faire du trucage ou de l'étalonnage. Donc c'est le niveau de qualité qu'il nous faut pour faire de la production. Donc, du coup, mécaniquement, si on veut avoir le nombre de bits par image, eh bien, il faut multiplier par 10. Donc, 1920 multiplié par 1080, multiplié par 2, multiplié par 10, donne le nombre de bits pour une image. Et enfin, pour terminer, on a fait le choix de travailler à 25 images par seconde. Donc, si on veut avoir le débit par seconde en nombre de bits, eh bien, il faut multiplier par 25. Et là encore, je rappelle que le fait de travailler en entrelacé ou en progressif ne change pas la donne à ce niveau-là. Bref, au total, notre débit binaire, il est de 1920 multiplié par 1080, multiplié par 2, multiplié par 10 et multiplié par 25. Ce qui nous donne en bits par seconde 1,037 milliards de bits par seconde, gigabits par seconde, ce qui est évidemment un débit assez important. Je rappelle, on parle de débit avant compression. Là, c'est le débit non compressé. C'est le débit qui sort on va dire, d'une régie de production. C'est le débit, le débit utile que va transporter, par exemple, une liaison de type HD SDI.
On a pris là une hypothèse d'être en HD, mais évidemment, il y a d'autres tailles d'images possibles. Et donc, on vous a mis un petit tableau en fonction de cas d'usage assez typiques, hein. Donc voilà, si par exemple on est en SD, en 422 sur 10 bits, et ben on est à 0,207 gigabits par seconde, on est à 207 mégabits par seconde. Si on est donc en HDTV, donc 1,037 gigabits par seconde, on vient de le calculer. Si on est en 50p, en HD, en 1080-50p, bah, le débit est multiplié mécaniquement par 2, donc on est à 2,074 gigabits par seconde. Et puis alors qu'on est en UHD, bah, évidemment, là, ça commence à faire mal. En UHD 1, hein, c'est-à-dire en 3840 par 2160, à 50 images par seconde, on arrive à 8 gigabits par seconde. Et puis, si on veut faire de l'UHD2, du 7680 par 4320, ce fameux 8K que les Japonais en plus font à 120 images par seconde, c'est ce qu'ils ont prévu de faire pour les prochains JO. Bon, on va voir quand est-ce que ça va avoir lieu. En tout cas, là, le débit, il est colossal, il est de 79 gigabits par seconde avant compression. Donc, on voit bien qu'on est sur des débits très importants et comme évidemment plus les chiffres plus les nombres sont importants, plus c'est difficile d'avoir un ordre de grandeur. Et donc je vous propose de comparer ces débits à des débits que l'on peut avoir en diffusion, à des tailles de tuyaux. Par exemple, si on fait la diffusion sur un réseau de type ADSL. Alors, sur un réseau de type ADSL, en fait, le débit que l'on peut passer, hein, ce qu'on appelle la bande passante, va varier en fonction de l'éloignement de l'abonné avec le central téléphonique. Mais on va dire qu'en moyenne, on peut avoir environ 4 mégabits par seconde. Et d'ailleurs, les encodages qui sont faits par les opérateurs de fournisseurs d'accès Internet qui fournissent aussi des services de télévision, en général, sont faits aux alentours de 4 mégabits par seconde. Donc, par rapport à notre débit initial, on est dans un rapport de 1 sur 250. Donc, on se rend bien compte que, évidemment, la compression est hyper importante. Sans la compression, en fait, on ne peut rien faire. Donc ça, c'est pour la DSL. On va voir que si, par exemple, on prend le cas du satellite, pour le satellite, alors les bandes passantes sur les satellites sont très variables, en fait, hein. En général, sur des services de télévision par satellite, on va s'autoriser entre 5 et 12 mégabits par seconde, le choix se faisant par des considérations qui ne sont pas des considérations techniques, mais qui sont des considérations économiques. C'est-à-dire que plus une chaîne de télévision veut une bande passante chez un opérateur de satellite, bah, plus évidemment elle va payer cher sa diffusion. Et donc l'équilibre qui est trouvé actuellement, ce serait de 5 à 12 mégabits par seconde. On est sur des ratios par rapport à de la vidéo non compressée de 1 à 100 jusqu'à 1 sur 200. Donc là encore, on a un impératif de compression qui est extrêmement fort. Si on voit maintenant sur un réseau de TNT, par exemple sur le réseau de TNT français tel qu'il est configuré, eh bien, les chaînes diffusent aux alentours de 4,5 mégabits par seconde. Là, on est en général sur des débits qui sont des débits variables et puis qui sont optimisés d'une chaîne à l'autre, hein. On fait ce qu'on appelle du multiplexage statistique. Mais grosso modo, on est sur des débits qui oscillent autour de 4,5 mégabits par seconde. Et là encore, par rapport à notre vidéo non compressée, on est dans un ratio d'environ 1 sur 200, donc évidemment l'impératif de compression est toujours là. Alors vous allez me dire, mais maintenant il y a la fibre. Ah bah oui, c'est vrai, la fibre, c'est merveilleux. La fibre, on peut monter, certaines offres commerciales permettent de monter jusqu'à 1 gigabit par seconde, même s'il y a beaucoup d'offres commerciales qui sont en fait bridées, qui sont bridées en dessous. Mais bon,
techniquement, on pourrait monter jusqu'à 1 gigabit par seconde, voire même plus. Je crois qu'il y a quelques offres commerciales, on commence à parler un peu de faire du 10 gigabits, mais bon, bref. Donc là, on commence à avoir effectivement une bande passante qui se rapproche de la bande passante du non compressé. Faut-il pour autant travailler en non compressé? La réponse est non, parce que d'abord, on va tout de suite saturer la fibre, ça ne va pas forcément bien marcher. Et puis surtout, il va y avoir d'autres goulots d'étranglement qui vont être tout simplement l'ordinateur de la personne qui va recevoir la vidéo. Donc de toute façon, même en fibre, on va continuer de faire de la compression. La compression est absolument indispensable. Elle est indispensable même au niveau production pour faire de l'enregistrement. Le plus souvent, on va faire de la compression et encore plus pour la diffusion. Voilà, la compression, c'est vraiment quelque chose qui est totalement stratégique. Ça correspond aussi, Christophe va vous parler un petit peu de la guerre des codecs. Il faut voir qu'il y a des enjeux financiers derrière la compression qui sont évidemment colossaux. Voilà ce que je voulais vous raconter par rapport déjà à ces débits. Christophe, m'entends-tu? Tu vas peut-être nous parler un petit peu de comment réduire ce débit alors. Oui, tout à fait. Donc, je reprends la main. Voilà. Donc, oui, on a vu que on avait des grosses quantités d'informations qui ne passent pas nativement dans les tuyaux qui étaient à disposition jusque-là. Donc, il va falloir compresser, réduire le débit, compresser la vidéo. Pour compresser, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on ne va plus transmettre la vidéo telle qu'elle, on ne va plus transmettre des pixels, on va transmettre des informations pour reconstruire ces pixels. C'est important de voir ça, c'est-à-dire qu'on ne transmet plus jamais de pixels, on transmet des informations pour que le décodeur reconstruise l'image. Par exemple, alors c'est très simplifié, les fonctionnements des codeurs sont beaucoup plus complexes, mais c'est pour vous aider à comprendre. Prenons par exemple cette image. J'ai été zoomé dans un petit bloc, 8 par 8 pixels, et si on veut coder cette image, telle qu'on l'a vue depuis le début, je peux coder en RVB, j'aurais pu faire en YCRCB, hein, c'était pareil. J'ai juste, voilà, j'ai mis du rouge vers bleu. Donc là, on voit que tous les pixels, les 8 par 8, donc 64 pixels, ont la même valeur. Si je fais du non compressé, je transmets tout ça. Si je veux compresser, je vais trouver une méthode pour dire, peut-être que j'ai une façon de dire au décodeur qu'il va reconstruire tous les pixels de la même façon. Par exemple, je peux lui dire, mon premier pixel a cette valeur-là, et puis les suivants ont une différence de 0 par rapport à celui-là. Ce qui fait que tout de suite, on voit que je vais avoir beaucoup moins d'informations à transmettre. C'est très schématique, les codeurs sont plus complexes que ça, c'est plus poussé que ça, mais ce qui est intéressant de voir, c'est la logique. C'est trouver des astuces pour ne pas transmettre directement les informations, mais transmettre peut-être des différences, peut-être autre chose, pour avoir moins de choses à transmettre. Pour l'instant, on n'a pas parlé de dégradation d'image. La compression n'est pas forcément synonyme de dégradation. Je vais revenir dessus, mais voilà, il faut vraiment se dire que l'objectif des gens qui fabriquent les codeurs et les décodeurs, c'est d'essayer de restituer l'image la plus propre possible. Bien sûr, les tuyaux faisant qu'on a vu la TNT, on a vu voilà, les tuyaux par exemple de TNT font que même en faisant ça, c'est pas suffisant. On a encore trop d'informations. Donc on va se permettre après de dégrader un petit peu l'image, de faire des arrondis, voilà. Donc voilà, ce principe de base de se dire je ne transmets plus les pixels, mais des différences. Alors ce principe, il a été repris dans les deux types de codage. Le premier codage qu'on appelle couramment intra-image, un codage intra-image, qu'on appelle aussi codage spatial, eh bien on va coder toutes nos images, les unes après les autres, de cette façon-là. Chaque image est donc indépendante. La compression, du coup, elle est assez limitée, puisque toutes les images, on les recode. Et on peut constater que d'une image à l'autre, il y a quand même des informations qui se ressemblent. Donc, on code tout, on le code de façon plus optimale, mais on code tout. Donc, la compression n'est pas super efficace. Les images restent indépendantes les unes des autres, et c'est ce qui va faire son atout à ce type de codage, c'est que pour du montage par exemple, eh bien, on a un accès facile à chacune des images de la séquence vidéo, ce qui ne va pas être le cas du codage suivant.
Donc ça, c'est très utilisé en production, captation, dans plein de caméras, en post-production, voire en archivage. En fait, tous les endroits où on veut réutiliser l'image, refaire de la post-prod derrière, eh bien, on va essayer de travailler en intra-image. Donc ça, je vais citer quelques codecs, peut-être que vous ne les connaissez pas tous, mais voilà, le ProRes, le DNX HD, HR, l'AVC Intra, le XAVC code de façon intra. Alors le XAVC, il y a une petite nuance, mais le XAVC haut de gamme, puisque en fait ils font aussi un peu moins haut de gamme. Mais en tout cas, il y a tous ces codecs-là ont une version en intra-image. Ça va vraiment servir pour le montage, pour la post-production. Il y a un autre type de codage qui est le codage inter-image, où là on va aller encore plus loin dans l'optimisation des façons de transmettre les informations, c'est de se dire tout ce qui est répété d'une image à l'autre, j'ai pas envie de le transmettre. Je vais transmettre au décodeur, je vais lui dire je ne te code pas de ça, tu peux le récupérer dans l'image d'avant, hein, ça va pas bouger, donc tu le récupères. Donc on ne code que ce qui change d'une image à l'autre, et ça c'est forcément beaucoup plus efficace. On va avoir des codeurs qui vont permettre de réduire le débit. Pour la même qualité, on va réduire plus le débit. C'est plus intéressant. Les images, par contre, deviennent dépendantes les unes des autres. Si, par exemple, je prends de la TNT, je regarde la télé, je tombe en zappant sur l'image 3 de mon flux, eh bien, je ne peux pas décoder cette image 3 puisque je n'ai pas reçu ce qu'il y avait avant. Donc c'est pour ça que vous allez avoir un écran noir, la télé va attendre de recevoir une image complète. Donc les images deviennent dépendantes les unes des autres, ça c'est aussi assez important. Et donc on va utiliser quasiment que ce mode inter-image pour la diffusion, et parfois on commence à voir de plus en plus d'ailleurs de productions qui travaillent aussi avec de l'inter-image, puisque en fait on travaille avec des proxys, des choses, donc on peut travailler sur un autre intermédiaire, on va dire. Donc ça peut servir pour la captation, mais ça sert surtout pour la diffusion. Et donc on va le retrouver dans toute une famille de codecs, vous ne les connaissez peut-être pas tous, mais le MPEG-4 AVC, le H264, c'est le codec qui est utilisé aujourd'hui en diffusion sur la TNT, le satellite, même beaucoup sur Netflix, YouTube de moins en moins, je vais en parler. Dans la même famille, plus récent, il y a le H265, je vais reparler aussi des dates et tout ça, mais le H265, lui, va plus être orienté sur l'ultra haute définition, parce qu'il est plus récent, donc plus adapté et plus efficace encore. Et puis on a aussi VP9, qui est un codec de Google pour YouTube, et puis l'AV1, l'Alliance for Open Media, qui a sorti un codec libre. J'en reparle tout de suite dans la bataille des codecs. Donc tous ces codecs-là, en tout cas, s'appuient sur le mode inter-image. La dépendance entre les images, l'optimisation du codage en fonction des différences. Alors, qu'est-ce qu'on peut obtenir? Il faut se dire qu'en intra-image, si on veut garder une très bonne qualité, on va quand même, grâce à l'intra-image, pouvoir diviser par 3, 4, 5, 6 maximum le débit d'origine. C'est pas une grosse compression, je vous ai dit que c'était pas un codage très efficace. Par contre, l'avantage c'est qu'on garde de la qualité, mais on garde aussi dans ces formats-là très souvent du 4.2.2, voire plus, du 10 bits, ce qui n'est pas toujours le cas des codeurs inter-image. Donc on est plus sur des formats liés à la production, l'intra-image. Et l'inter-image, eh bien, c'est un codeur encore plus efficace. Donc si on part de la même vidéo non compressée, telle quantité, eh bien, on voit qu'on va pouvoir réduire par, ça dépend des codeurs, des générations de codeurs, mais par 100, par 200 maintenant, le débit initial va pouvoir être divisé. Donc ça, c'est assez important. Une autre façon de réduire le débit, je l'ai sous-entendu, mais je vais peut-être le rappeler concrètement, c'est bien évidemment de ne pas travailler en 4.4.4, comme on l'a vu dans les épisodes précédents, pas travailler en 10 bits pour de la diffusion, ça ne sert plus à rien. Donc on va passer en 4.2.0, on va passer en 8 bits pour la diffusion, et c'est ça aussi qui va nous permettre de réduire la quantité d'informations. C'est en dehors de la compression, mais c'est important de faire le lien. Voilà, donc ces deux grands modes, c'est vraiment des choses à retenir. Bien évidemment, parler de tous les codecs, tous les paramétrages, ça serait un peu long. Donc ce que je voulais terminer sur un petit peu
une petite timeline sur la bataille des codecs qui a lieu en ce moment. Donc si on reprend historiquement, on a eu MPEG et l'ITU qui ont sorti des codecs, donc le MPEG 2 côté MPEG, le H262 c'est la même chose, il y a déjà maintenant longtemps. Ça a été suivi au début du millénaire par l'AVC, le H264, qui est un codeur qui est plus récent, donc plus performant, qui va trouver des astuces plus efficaces pour réduire encore le débit pour la même qualité. Donc pour la même qualité, on va avoir un débit 2 fois plus faible en AVC. C'est intéressant. Donc pour la même qualité. Et puis c'est suivi là depuis 2013 par un autre codec, le HEVC, H265, qui lui encore divise par 2 le débit par rapport au MP4 AVC, et donc tout ça pour la même qualité. Le problème, c'est qu'il est arrivé un peu tard pour la diffusion TNT en France. Ça sera certainement dans la prochaine évolution de la TNT, par exemple, mais on peut commencer à le retrouver, notamment sur tous les tests en Ultra HD, ou d'ailleurs pas que les tests. Netflix diffuse beaucoup en Ultra HD en HEVC. Voilà, ça c'est du côté de la famille MPEG. Et puis, ces dernières années, il y a eu de la concurrence. Il y a Google qui est arrivé, qui a racheté une boîte en 2010 et qui a développé son codec libre, le VP8. Et puis en 2013, une évolution, le VP9. Donc à peu près au même moment, le HEVC, le VP9, assez concurrent en termes de qualité, d'efficacité. Voilà, on en est là. Et puis, face à HEVC, eh bien, Google s'est associé à d'autres, Netflix, Amazon, Mozilla, Cisco, Intel, Microsoft, ça c'est le groupe de départ, pour créer une alliance. En 2015, ils ont créé l'Alliance for Open Media, un codec libre, mais qui servirait à tous ces gros du web, ou en tout cas tous ces gros de l'IT. L'objectif, c'est de faire un codec libre. Et ils vont arriver à le faire. Il est sorti en 2018, donc c'est encore assez récent. La façon de coder, les règles pour coder sont sorties en 2018. Et ce codec est encore un peu plus efficace que HEVC, d'après nos tests, mais surtout, il est gratuit. Il ne nécessite pas de payer des licences au groupe MPEG qui redistribue, etc. Pardon. Donc ça, c'est aussi un outil qui va être intéressant. Il est libre, il est gratuit et il va servir à tous les membres, mais d'autres aussi, de cette alliance. Et puis, si on regarde encore plus récemment, cette année sort, alors du côté MPEG, là, on a 3 codecs qui vont sortir. Le premier dans ma liste, le EVC, c'est un codec gratuit. Dans la famille MPEG, c'est assez rare. Donc c'est une partie de la norme MPEG 5, c'est pour ça que j'ai marqué MPEG 5 EVC. Donc ça, c'est un codec qui va être gratuit, qui devrait être un tout petit peu moins efficace que HEVC, mais libre. Donc ils veulent vraiment concurrencer la V1. Le LCVC, c'est un codec qui est en fait un codec pour de la scalabilité, pour avoir plusieurs couches, qui va travailler sur une couche de base compressée dans ce qu'on veut, H264, H265, et rajouter des couches pour aller faire de l'UHD, par exemple, pour ajouter des informations. Et donc ça, ça sort aussi cette année. Et un troisième codec qui là est fait avec l'ITU, le H266 côté ITU, le VVC, il faut bien voir, hein, c'est 2 V séparés, c'est pas un W, le Versatile Video Coding, qui lui va être encore 2 fois plus performant que HEVC, donc qui promet aussi de pouvoir réduire le débit. Tout ça, c'est pour pouvoir faire des plus grandes images dans les mêmes tuyaux. On sait que les tuyaux augmentent, mais on augmente aussi la quantité d'informations, ça n'arrête pas. On fera demain de l'UHD 1, on fera peut-être de l'UHD 2, on va augmenter les cadences d'image, on veut plus de couleurs. Tout ça va faire qu'on a besoin de codecs plus performants pour rentrer dans nos tuyaux. Voilà, c'est un très rapide survol, bien évidemment. Tous ces codecs, on les voit dans des formations plus longues, où on pratique, où on fait des choses comme ça. Mais je vais rendre la main à Marc, peut-être, parce qu'il y a peut-être des questions là-dessus.
Oui, Christophe, nous avons quelques questions. Oui, oui, oui. Alors, déjà, il y a quelques questions peut-être plus sur la partie que j'ai traitée. Pascal, que l'on salue, nous demande pourquoi en HDSI, donc on est en non compressé, en 422 sur 10 bits, on est à 1,5 mégabits par seconde, 1,485 pour être tout à fait précis, et alors que on a calculé un débit de 1,037 mégabits par seconde. Et alors, ce qui est assez sympa, c'est qu'en fait, il y a déjà eu des éléments de réponse sur le chat. En fait, il faut comprendre que le 1,485 gigabits par seconde du HDSI, c'est le débit total et que ça inclut le débit de la vidéo, mais on transporte aussi d'autres éléments dans le HDSI. On transporte notamment de l'audio dit embedded et plus généralement, dans le HDSI, on transporte ce qu'on appelle les suppressions du signal, c'est-à-dire qu'en fait, un signal vidéo, même un signal numérique, c'est un peu comme comme du gruyère ou de l'emmental plutôt, c'est-à-dire qu'il y a des trous partout et on transmet aussi les trous du signal et on remplit les trous du signal avec de l'audio. Donc voilà pourquoi ce n'est pas le même débit dans le HD SDI. On avait aussi une autre question de Jérôme qui me concerne et qui te concerne. C'était est-ce que le débit est influencé par le contenu de l'image? Alors, il y a plusieurs réponses, évidemment. Si on parle de non compressé, non, le débit n'est pas du tout influencé par le contenu de l'image. Vous prenez une image qui est toute blanche ou une image dans laquelle vous avez énormément de détails, si vous êtes en non compressé, vous avez la même quantité de pixels à transmettre, la même quantité de bits à transmettre. Donc ça n'influence pas. Mais évidemment, à partir du moment où on fait de la compression, Christophe, tu vas répondre un petit peu différemment. Bah oui, forcément, puisque on l'a vu tout à l'heure, voilà, je vais d'ailleurs la remettre comme ça. Voilà. Sur cette image-là, j'ai pris un exemple où j'ai pris des pixels qui étaient tous pareils. Donc forcément, le contenu là, il est plus facile à coder que sur le plumage, par exemple, de l'oiseau. Sur son plumage, c'est plus difficile à coder. Sur le détail, sur les feuilles, c'est plus difficile à coder. De la même façon, entre les images, s'il y a beaucoup de différences, je vais retourner ici, même sur le suivant, voilà. Hop. Sur cette image-là, s'il n'y a pas de différence, si on est sur une émission de plateau, c'est très facile à coder. Si par contre on est en train de faire un travelling, suivre un sportif, bah, c'est plus difficile à coder. Donc oui, le contenu influence le débit final ou la qualité finale. C'est un choix à faire. Voilà, c'est un choix éditorial. D'accord. Et alors, juste une petite précision, parce que ça a été aussi l'objet d'une discussion sur le chat pendant que tu parlais. Euh, est-ce que le débit est influencé par le contenu de l'image dans le cas d'une compression intra-image? Oui, bah, comme on vient de le voir sur l'oiseau, le contenu est facile parce qu'il y a un beau ciel uniforme, c'est facile à coder. Si par contre j'ai beaucoup, le pire c'est de la neige analogique, là, si j'ai beaucoup de bruit vidéo, c'est beaucoup plus difficile à coder, même en intra. Par exemple, des archives, ben, il y a du bruit vidéo, des vieilles archives, eh bien c'est difficile à coder même en intra. D'accord, merci. Une autre question, je crois que c'était Jérôme. Quelle est la différence entre le H264 et le MPEG-4? Eh ben, il n'y en a pas. Il y en a pas sur la partie codage. J'ai vu qu'il y avait aussi des questions. J'ai peut-être pas été très très clair. Il y a norme MP4, il y a format de fichier MP4. Donc le codage, j'aime bien ne pas l'appeler MP4, mais j'aime bien l'appeler MP4 AVC, Advanced Video Coding. Et l'AVC, c'est exactement la même chose que le H264. Dans ma timeline de fin, je vous montrais que en fait, il y avait du travail qui était fait. Je vais la remettre. 2 petites secondes, je vous la remets comme ceci. Voilà. Donc, je disais que, en fait, du côté MPEG, on va l'appeler AVC. Du côté ITU, on va l'appeler H264. Et tout ça,
Bah, l'AVC, ça fait partie d'une norme plus large où on code aussi de l'audio, où on code des informations autres. Donc en fait, le MP4 c'est assez flou, MPEG-2 aussi, et ça s'arrange avec le HEVC. C'est-à-dire que le MP4 ça compte la norme globale. On l'utilise aussi pour dire le nom du codage vidéo. Donc par habitude, moi je l'appelais plutôt MP4 AVC ou tout simplement AVC, Advanced Video Coding, c'est plus simple, ou H264. Et l'autre partie, c'est le format de fichier. Un point MP4, c'est aussi un container dans lequel on n'est pas obligé de mettre de la vidéo MP4. Faut bien... Je sais qu'il y a plein de confusions, plein de choses. Bien évidemment, là, c'est très très court pour bien détailler tout ça. On a bien sûr des formations là-dessus. Mais l'idée, c'est que distinguer bien les trois, la norme, le codage vidéo et le container, c'est très différent. D'accord. Une question d'Olivier. Est-ce que le codage intra serait plutôt utilisé pour l'archive? Oui, forcément, dès qu'on a besoin de réutiliser des images, réaccéder à chacune des images, c'est plus rassurant d'être en intra. Après, dans quelles conditions? Il faut avoir le débit suffisant. Faire de l'intra, ça prend plus de place, c'est du débit plus grand. Donc c'est des coûts hein, sur de l'archivage, c'est des volumes souvent très importants, donc des coûts de stockage très importants. Donc je ne peux pas dire qu'il y a une façon de faire. Si on a des petits volumes ou si on n'a pas forcément un gros budget, on va peut-être plutôt s'orienter vers un GOP long. C'est pas totalement gênant à partir du moment où on l'utilise avec suffisamment de débit pour avoir vraiment une très très bonne qualité. Au moment où on va le réutiliser, on va le repasser dans un autre format, repasser en ProRes ou en proxy ou autre. Et donc ça fait des conversions. C'est ça qui est un peu gênant. Mais voilà, en fait tout est possible. L'intra, son atout principal, c'est l'accessibilité à l'image. Donc c'est vraiment d'accéder à chacune des images et c'est ça qui est important et c'est ça son atout. Après, il a plein d'inconvénients en termes d'efficacité, en termes de volume. Très bien, merci. Oui, peut-être on peut en profiter pour raconter un petit peu ce qui se fait à l'INA au service des archives. Et en fait, une des choses qui est demandée, c'est on demande à l'INA des extraits d'archives. Et donc, on va être obligé de couper à l'image près dans une archive pour n'envoyer au client que ce qu'il a demandé. Et c'est bien évidemment beaucoup plus facile à faire en utilisant un codec intra. À l'INA, on utilise un codec intra qui est le codec JPEG 2000. D'ailleurs, tu n'as pas beaucoup parlé de JPEG 2000. Tu veux en dire quelques mots peut-être? Oh, peut-être pas beaucoup. C'est un codage intra, le JPEG 2000, qui est donc utilisé à l'INA comme tu viens de le dire, qui s'appuie sur d'autres façons d'optimiser le codage. C'est pas tout à fait comme ce que je vous ai montré sur l'oiseau. Et malheureusement, il est relativement peu utilisé. Il est utilisé essentiellement en archivage et aussi au cinéma. Faut pas oublier le cinéma. Voilà. En fait, après, là aussi, on peut passer du temps à expliquer comment ça fonctionne et quelles sont les différences entre tous ces codecs, mais voilà, il faudrait beaucoup plus de temps. D'accord. Il y avait alors c'était pas une question, c'est une remarque de LMC qui disait Je vois. mais que des sociétés américaines. Alors, Oui, oui, tout à fait, mais non. En fait, au début, voilà, j'ai mis que les fondatrices du groupe. Aujourd'hui, il n'y a pas que des sociétés américaines. Il y a notamment VLC qui est dedans. Il y a du monde. Et puis ça va répondre à la question de Vincent qui est juste en dessous. Quel est l'intérêt de ces sociétés pour faire un codec libre? En fait, l'histoire ça a voulu que Google travaillait sur son codec. Il était utilisé dans YouTube, mais Mozilla travaillait sur son codec, Cisco travaillait sur son codec, et chacun travaillait de son côté avec l'objectif de faire quelque chose de libre pour que ça soit très utilisé. C'est ça l'intérêt, c'est que plus c'est utilisé, bah, plus on peut le développer facilement, plus on peut le distribuer. Si YouTube décide de diffuser, par exemple, dans ce codec AV1, et puis que personne n'est capable de le lire, ça ne sert à rien. Donc il faut généraliser. Et c'est ça leur intérêt de faire un codec libre. Ils ne vont pas gagner d'argent dessus. Et au contraire,
ils vont pas en gagner. Ils vont même en économiser, puisque si on prend le cas de Netflix, Netflix aujourd'hui est obligé de payer des licences assez chères à H265 au groupe qui récupère de l'argent pour H265. Et l'avantage du codec libre, eh bien, c'est qu'ils n'auront plus rien à payer. D'accord. Je me permettrais peut-être juste d'ajouter, en ce qui concerne les standards MPEG, que ce sont des standards internationaux. Ce ne sont pas, ils n'appartiennent pas à des sociétés américaines. Voilà, ce sont des standards qui sont développés d'une part par le Moving Picture Expert Group, le fameux groupe MPEG, qui est en fait une émanation de l'organisme ISO, l'organisme international de standardisation, et puis par l'ITU qui est une agence de l'ONU. Et on va faire un petit peu de cocorico quand même, parce que ça fait du bien dans ces temps de marasme. Il faut savoir par exemple que dans HEVC, il y a des brevets qui sont français. Il y a une excellence française sur le domaine de la compression vidéo, notamment dans la région de Rennes. Et voilà, on a des vrais experts et on a des brevets français sur les codecs les plus utilisés actuellement. Ça mérite d'être souligné. Juste pour répondre rapidement, André, sur qui dit libre ne veut pas dire gratuit, surtout si les codecs sont également brevetés. L'objectif, c'est qu'ils soient libres et gratuits. Voilà. Alors, même s'il y a une histoire de brevet louche en ce moment, mais il y a une compagnie qui revendique des brevets sur AV1, mais tous les gros qui se sont mis dessus ignorent totalement cette compagnie. Donc, ça reste un petit peu flou. On se dit, il y a peut-être des brevets qui vont sortir un jour, mais a priori, il n'y en aurait pas. Ok, et une question de Kessie, voilà, qui revient un petit peu sur cette notion de MPEG-4 qui est très large, qui est à la fois un outil de compression, un format. Donc peut-être revenir un petit peu là-dessus. Je vais peut-être répondre à ma façon, Si tu veux. juste pour dire que MPEG-4, c'est un standard qui est très large, qui comporte plusieurs parties. Je ne sais plus, il y en a au moins 16, je crois, Christophe, je parle sous ton contrôle. Au moins. Ouais, au moins, et puis c'est des standards qui évoluent. Voilà. La partie 10 de MPEG-4, c'est le H264. C'est exactement la même chose. Ça ne traite que de compression. Mais vous avez d'autres parties de MPEG-4, notamment les parties 14 et 15, qui, elles, vont parler de formats de fichiers, qui vont définir des formats de fichiers, dont les fameux fichiers MP4. Voilà. Donc, tout ce qui est H264 fait partie de la norme MPEG-4, c'est la partie 10 de la norme, mais la norme MPEG-4 définit plein d'autres choses, de la compression audio, tu l'as dit, mais aussi des formats de fichiers. Voilà, j'espère que comme ça, c'est un petit peu plus clair. Voilà. Et juste pour compléter, un format MP4, un fichier .mp4 ne veut pas dire qu'on a codé la vidéo en MP4 AVC, H264. Ça peut être du MPEG-2 et ça peut surtout aujourd'hui être du H265. Parce qu'en fait, dans la norme qui englobe H265, il n'y a pas de format de fichier spécifique. Donc on met du H265 dans un fichier .mp4. Donc vraiment dissocier l'extension .mp4 du contenu, du type de codage à l'intérieur. Ok, et GP nous demande quel ratio de compression peut-on actuellement atteindre sans perte d'information? Ça, c'est la question piège. Non, mais c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on entend par sans perte? Si c'est mathématiquement sans perte d'information, c'est extrêmement compliqué. Ça veut dire que vraiment tous les pixels, on a trouvé une solution pour les transmettre parfaitement. Et ça, je vais être un peu dur, mais on ne va pas aller très loin. Aujourd'hui, avec du JPEG 2000, on est à 2, 3. Alors, ça dépend énormément du contenu. On peut diviser par 2, 3 par rapport à du non compressé. Avec du MP4, on a des modes avec du MP4. Je veux dire, avec de l'AVC, du H264 et avec du H265, on va avoir des modes aussi sans perte, mathématiquement sans perte. Et là, on va aller un petit peu plus loin, mais on ne va pas dépasser 5, 6. Ça dépend vraiment, vraiment du contenu. Voilà. Après, si on considère sans perte de qualité, ce qui est complètement différent, c'est les ratios que je vous donnais. 100, 200, on n'a pas de perte visuelle de qualité.
Par contre, on ne pourra pas réexploiter ces images-là pour refaire un montage avec des incrustations, des effets, parce qu'on sera passé en 4.2.0, on sera passé en 8 bits, et du coup, et la compression, elle, va peut-être amener des petits effets voilà, des petits arrondis qui font que notre image n'est pas parfaitement identique, mais visuellement, on l'aperçoit sans perte. Donc c'est sur des ratios de 100 à 200 maintenant avec du H265. OK, très bien. Ben, merci pour ces précisions. Je pense qu'on va peut-être, bah, s'arrêter là, j'ai envie de dire pour aujourd'hui et pour cette série, de webinaires. Sachez que, donc ces webinaires seront disponibles en replay. Alors il y a plusieurs personnes qui ont posé la question des liens pour, les revoir en replay. On va remettre ça sur le chat, Ah oui, je vais pour que ça soit vérifier clair pour l'histoire tout le monde. du... Ouais, Je on vais va vérifier vérifier. ça. On va mettre ça sur le chat, mais voilà, sachez que de toute façon, c'est sur la chaîne YouTube qui s'appelle Tech Vidéo, hein. Donc on va vous remettre les liens. Sinon, sachez que nous avons donc les formations. Vous pouvez venir, enfin, vous pourrez bientôt revenir à Brie-sur-Marne pour les formations. En attendant, on a quand même un certain nombre de formations et de plus en plus qui sont maintenant proposées en dématérialisé, donc en distanciel, comme on dit. Là encore, on va vous envoyer le lien qui récapitule toutes les formations que vous pouvez trouver en distanciel. Sinon, vous pouvez toujours nous joindre tout simplement sur LinkedIn, hein. On va vous remettre nos adresses LinkedIn pour prolonger la discussion. Voilà, on va, je pense, s'arrêter pour aujourd'hui. En tout cas, on va continuer à répondre un petit peu aux questions sur le chat. Je vous Merci à remercie de votre vous. attention. Merci. Je voulais juste rajouter que, comme on l'avait demandé la semaine dernière, je pense que je vais mettre en place une formation dématérialisée sur H265. Je me demande aussi à faire du FFmpeg. Là, je viens de le citer, c'est un codeur qui est intéressant. Voilà, donc on peut continuer à en discuter ou nous les mettre dans les commentaires. On regardera régulièrement si vous avez des envies. Bien évidemment, ces formations, malheureusement, seront payantes. Voilà. Faut toujours terminer par une note agréable. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis sur ces 5 webinaires. C'était très sympa d'avoir autant de monde, on ne pensait pas au départ. Et puis nous, on va retourner à nos occupations habituelles. Merci à tous. Merci à tous et à bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir.